plus qui est assez marqué par le matérialisme depuis, je dirais, bientôt 2 siècles, et avec une tendance à exiger de nous toujours plus, d'aller toujours plus vite, de produire toujours plus, de consommer toujours plus, plus. Et il arrive un moment où il y a des gens qui craquent, soit à leur corps défendant, c'est-à-dire qu'ils ont un burn-out ou un accident ou une maladie vicieuse, soit à un moment donné ils se disent bon, basta, et qui commencent à c'est d'ailleurs le cas sans doute d'un certain nombre d'entre nous, qui se disent bon bah finalement ok, j'ai des belles médailles, je gagne plein de fric, etc. J'ai des grosses bagnoles ou je ne sais quoi pour l'équivalent chez les dames, mais il n'y a pas que ça dans la vie, et qui se tournent vers des valeurs plus essentielles, et qui commencent un chemin un peu de dissidence, c'est-à-dire que par rapport à la tendance majoritaire que je viens de décrire, il y a des gens qui s'intéressent plus à leur vie intérieure, ou aux oiseaux, ou à leurs enfants, ou aux arts, à des choses plus essentielles. La remise en cause d'une part de la guerre, il y a eu des mouvements antimilitaristes très forts, l'émergence des droits des minorités civiques, à savoir par exemple les Noirs aux États-Unis, mais aussi les femmes, qui étaient toujours considérées comme une minorité. Au niveau de domination, c'était en tout cas le cas. Aussi une remise en question de la société de consommation avec mai 68, etc. Et c'est des mouvements qui ondulent comme ça, qui émergent à un certain moment, puis ensuite qui sont contrecarrés par d'autres tendances, puis qui ont une phase souterraine, puis qui réémergent. On a aussi parlé des enfants du Verseau, un fameux livre de Marilyn Ferguson dans les années... il est paru, je crois, à la fin des années 70, qui atteste de l'aspiration quand même d'un grand nombre de personnes à un mode de vie différent de la société matérialiste et consumériste dans laquelle on est. Et donc, à la fin de la décennie 1990, il y a un couple de sociologues aux États-Unis qui a décidé de mener une vaste enquête sur l'émergence de ces nouvelles valeurs. Là, pour les créatifs culturels, il s'agit d'une vraie enquête sociologique dans les normes. Et alors, donc, c'était aux États-Unis à la fin des années 90. Les grands courants de population qui existaient à cette époque-là, c'était les traditionalistes, qui ont un ancrage assez fort dans la religion et qui sont plutôt ruraux et plutôt conservateurs, qui représentaient à peu près un quart de la population états-unienne à l'époque. Les modernistes ou les modernes, qui sont eux des gens qui ont complètement saisi le mouvement du progrès, du développement de la société matérialiste et de l'argent aussi, de l'économie, qui eux alors ont fait la floraison de l'industrie, du commerce, de la bourse, tout ça. Donc le deuxième ensemble de la population américaine, c'est donc les modernistes, qui eux sont beaucoup plus dans les villes, qui ont beaucoup moins de valeurs spirituelles et qui sont plus orientés vers la réussite, l'argent. En termes américains, c'est les yuppies. Et donc qui ont pris la position dominante aux États-Unis à la fin du XXe siècle. Et puis, donc ce couple de sociologues qui s'appellent Sherry Anderson et Paul Ray ont détecté à travers leur questionnaire un troisième groupe humain qu'ils ont appelé les créatifs culturels, qui sont des gens qui s'écartent du modèle dominant et qui s'investissent dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale pour incarner d'autres valeurs.
Un pôle de valeur important autour de l'écologie, qui englobe aussi le développement personnel, l'attention à l'environnement, le souci de préserver l'environnement, de lutter contre la pollution, et donc tout ce pôle de valeur. Un autre pôle de valeur, c'est les valeurs féminines, qui inclut l'empathie, l'écoute, la coopération plutôt que la compétition, le temps long. Voilà, on pourra compléter tout à l'heure. Un autre pôle de valeur, c'est l'être plutôt que le paraître, c'est-à-dire valoriser davantage les qualités propres à l'être plutôt que le nombre de bagnoles qu'il a, son compte en banque, son élégance vestimentaire, etc. Ça fait 3. Donc c'est une démarche de connaissance de soi qui passe par un apprentissage et une pratique. On peut dire que la méditation est à cheval sur ces deux valeurs, par exemple, l'être et le développement personnel. Une autre, c'est l'enjeu sociétal, c'est-à-dire d'être préoccupé par la direction que prend notre société et nous avec, et d'agir pour influer, faire sa part de colibri, hein, vous connaissez ça. Et donc c'est des gens qui se retroussent les manches, qui n'attendent pas que toutes les solutions viennent d'en haut, viennent du gouvernement ou d'une autorité quelconque, mais s'investissent où ils sont. Ça peut être très personnellement ou dans leur famille, ça peut être dans l'école où vont leurs enfants, ça peut être dans leur conseil municipal, ça peut être, c'est souvent un ancrage local, mais ça peut être aussi des ONG au niveau international. Voilà. Et le dernier pôle de valeur, c'est l'ouverture multiculturelle, c'est-à-dire que l'autre, celui qui est différent, l'étranger, etc., peut m'apporter des choses riches et qui vont me faire évoluer et m'ouvrir sur d'autres horizons. Donc c'est un phénomène qui est très répandu dans la musique et les arts, mais qui est vécu aussi au quotidien par beaucoup de gens dans leur vie sociale. Donc les personnes qui ont ces 6 pôles de valeur dans cette étude sociologique sont caractérisées comme étant des créatifs culturels. Quelques notions. D'une part, donc c'est une étude sociologique, ça veut dire que la plupart des gens qui en sont ne savent pas qu'ils sont des créatifs culturels. Ils le découvrent lors d'un échange comme on a là. Bien souvent, c'est des gens qui se ressentent isolés avec ces valeurs, et donc même au sein de leur propre famille, des fois ils n'en parlent pas. Au sein de l'école, c'est dangereux parce qu'ils vont se récolter une cabale. Au sein du monde de la santé, c'est dangereux, ils vont se faire traiter de secte. Au sein de leur travail, souvent ils vont être... je vois des sourires qui sont évocateurs. Donc souvent, par prudence et par aussi timidité parfois, ces gens n'exposent pas ça très publiquement, ce qui fait qu'il peut y avoir des gens qui se côtoient et qui ne savent pas qu'ils partagent les mêmes valeurs, parce que c'est quand même des choses plus ou moins intimes. Et donc ça donne l'impression qu'ils sont isolés, ils ont l'impression d'être isolés, alors que l'étude donc, en France a montré qu'ils représentent 17% de la population en 2005, quand on a fait, c'est moi qui ai coordonné l'étude en France. Donc 17%, c'est quand même important, de gens qui portent ces valeurs, peu ou prou, c'est-à-dire que pour certains c'est plus des valeurs de cœur et pour d'autres c'est des choses qu'ils mettent en œuvre dans leur vie concrète. Voilà. D'autre part, il faut bien reconnaître qu'en tout cas en France,
pour parler de ce que je connais un peu mieux, les médias ont peu tendance à parler de ces valeurs, un peu plus récemment, notamment où les valeurs d'écologie ont été plus débattues depuis quelques mois, ou les valeurs féminines depuis MeToo l'an dernier, etc. Mais la plupart des médias en France sont la propriété de grands groupes industriels et donc ont tendance à relayer à fond la société de consommation, de paraître, de l'argent et des valeurs superficielles et autres. Donc ça crée un décalage entre l'aspiration de beaucoup de gens et ce que les médias, la télé, tout ça déversent continuellement. De même qu'au niveau politique, l'offre politique n'est pas très présente en rapport avec ces pôles de valeurs. Elle existe un peu, mais disséminée dans différents groupes politiques, mais il n'y a aucun groupe politique qui rassemble ces pôles de valeurs. Par contre, il y a beaucoup de sociologues qui s'y réfèrent, Erwan Lecoeur, voilà, par exemple, et donc ils ont bien capté l'intérêt de la chose. Et puis aussi dans les consultants, les coachs, les thérapeutes, là il y a énormément de gens qui ont capté cette notion de créatif culturel et qui s'en servent, qui en parlent dans leurs interventions. Donc les 6 pôles de valeur, pour vous les rappeler, donc la première valeur c'est l'écologie, l'environnement, le bio, l'environnement, on va dire pour faire bref. La deuxième c'est les valeurs féminines. La troisième c'est l'être plutôt que le paraître. La quatrième c'est le développement personnel. Cinquième, c'est dans l'ordre l'enjeu sociétal, donc s'investir pour changer la société. Et la sixième, c'est l'ouverture multiculturelle. Quand même, au sein des créatifs culturels, différentes tendances. En effet, il y a une partie qui est plus orientée vers l'environnement, et plus les valeurs féminines, on va dire, de préoccupation, d'écoute et de préservation. Et il y a une partie qui est plus préoccupée par l'écologie et l'enjeu sociétal. Donc ça, c'est plus les militants, les gens qui s'investissent dans les ONG, les associations, qui vont manifester, qui signent les pétitions, etc. Et un troisième secteur qui est plus les gens attirés par les valeurs spirituelles et les valeurs d'être. Donc on a remarqué qu'effectivement entre ces 3 sous-catégories, il y a quelquefois des haines cordiales. Hein. Par exemple, les militants écologistes ont souvent un profond mépris pour les spiritualistes, voire pour les environnementalistes, etc. Ceux qui sont plus préoccupés par les valeurs spirituelles, l'être, sont souvent un petit peu circonspects et désemparés face aux enjeux de société. Et ceux qui sont plus intéressés par l'environnement, la préservation, trop dans les appareils politiques, etc. Et mon expérience, y compris en tant qu'éditeur, parce que j'ai publié des livres dans chacun de ces secteurs, c'est qu'en fait, ces populations ont vraiment des choses à s'apporter les unes les autres. Face à la pollution, face à l'exploitation de l'humanité sur les ressources naturelles, ça peut, ou face aux menaces d'effondrement, vous avez entendu parler un peu de ces notions-là. Si on regarde le monde d'une certaine façon, on peut être vraiment désespéré parce que ça va de mal en pis, c'est toujours les mêmes malades tyrans qui gouvernent la plupart des pays à travers plein de corruption, de guerres, etc. Voilà, et puis les médias nous servent ça vraiment à longueur de temps. Mais c'est pas tout.
il y a aussi en face, comme on parlait ce matin, de l'effet plantule, c'est-à-dire qu'au milieu du goudron, au milieu des pavés, il y a des jeunes plantes qui émergent et qui petit à petit font leur place et qui reverdissent la planète. C'est le cas de gens comme nous qui se motivent et d'une part de se reconnecter à la nature, c'est un peu ce qu'on fait là, et de transformer ces émotions difficiles en émotions plus créatives et en force, en élan, de façon à changer au moins notre environnement, voir le cours des choses plus globalement. Pour célébrer la vie, parce que la vie et la conscience, moi je fais le pari qu'elles sont plus fortes que tout ce fatras, ce brouhaha et ces guerres et tout ça qui nous plombe. Donc voilà, c'est une occasion de participer de notre être. Oh. C'est un chant traditionnel du folklore français que j'ai un peu détourné, vous allez voir, et c'est très facile à chanter en canon. Donc, béni sois-tu, carillonneur, toi qui naquis pour mon bonheur. Dès le point du jour à la cloche il s'accroche, et le soir encore carillonne plus fort. Quand sonnera-t-on les noces du sonneur, carillonneur, toi qui naquis pour mon bonheur. Dès le point du jour à la cloche il s'accroche, et le soir encore carillonne plus fort. Béni sois-tu, carillonneur, toi qui naquis pour mon bonheur. Dès le point du jour à la cloche il s'accroche, et le soir encore carillonne plus fort. Quand sonnera-t-on les noces du sonneur? Quand sonnera-t-on les noces du sonneur? Béni sois-tu, carillonneur, toi qui naquis pour mon bonheur. Dès le point du jour et le soir encore carillonne plus fort. Quand sonnera-t-on les noces du sonneur? Carillonne s'écorche, et le soir encore carillonne plus fort. Quand sonnera-t-on les noces du sonneur? Quand sonnera-t-on les noces du sonneur? Béni sois-tu, carillonneur, toi qui naquis pour mon bonheur. Et le soir encore de la cloche s'accroche, et le soir encore carillonne fort. Quand sonnera-t-on les noces du sonneur? Quand sonnera-t-on les noces du sonneur? Oui, c'est pas compliqué, hein?